Connaissance, recherche, sciences, et sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Oui, je dis, le sujet qui m'a été proposé, que Gérard Fussman m'a proposé, m'a laissé au départ un peu perplexe. Le rôle désintéressé du chercheur dans la promotion, pas la description, mais la promotion, donc quelque chose comme un engagement, la promotion d'un nouvel ordre juridique mondial. Alors j'ai simplement traduit cette perplexité par les guillemets. Parce que cette figure du chercheur désintéressé me paraît aussi difficile à saisir que la notion d'intérêt, qui varie elle-même selon le contexte. Dans le contexte d'un nouvel ordre juridique mondial, je postule que le chercheur est désintéressé s'il est motivé par l'intérêt commun et pas par ses intérêts particuliers. Les intérêts particuliers pouvant être individuels, professionnels ou nationaux, puisqu'il s'agit là de défendre l'intérêt mondial. Et puis il s'agit aussi d'un chercheur qu'on suppose orienté non seulement par référence à des valeurs marchandes, mais aussi éthiques. Un savoir nettement distinct du pouvoir. Alors, avec un peu de mauvais esprit, j'aurais proposé un sous-titre « Mythe ou mystification ». Dans l'ordre juridique traditionnel, qui est relativement simple, il est identifié à l'État, le mythe peut encore faire illusion, car le pouvoir, les pouvoirs, sont exercés par des institutions étatiques, les trois pouvoirs que chacun connaît, et le savoir est détenu par les scientifiques. Chaque sphère, en principe, est autonome, le savoir est séparé du pouvoir, les propriétés étant différentes. D'un côté, on a l'objectivité, le doute scientifique, de l'autre, on a la subjectivité, les convictions politiques. D'un côté, la vérité scientifique vérifiable, de l'autre, l'adhésion à des valeurs non démontrables. Donc on arrive au modèle qui était notamment affirmé par Max Weber et qui a été repris dans le champ juridique par Kelsen, une séparation qui n'exclut d'ailleurs pas un engagement, mais un engagement comme citoyen. Le problème, c'est qu'il y a une sorte de dédoublement de posture. Si on prend le juriste qui d'un côté est chercheur, de l'autre s'engage, c'est une posture difficile à tenir, c'est une sorte d'équilibrisme, il est à la fois sur la scène et au balcon. C'est pourquoi, dans les années 50-70, est apparu un discours critique, sociologique et philosophique, disant « le droit a un rôle normatif, il est très proche de la politique, ce qui exclut un statut de chercheur désintéressé. » Il y avait une sorte d'écrasement du droit entre la science et la politique. Le droit n'est pas une science susceptible de démystifier les ressorts du pouvoir, et ce n'est pas non plus un vecteur légitime pour fonder une communauté politique. Le droit, disait-on, est un instrument au service du pouvoir. Et le professeur Carbonnier, qui était aussi à la fois juriste et sociologue, avait utilisé une image très subtile pour comparer les deux postures, celle du juriste et celle du sociologue. Il disait « le droit, c'est comme une forêt vierge. Le sociologue regarde du dehors, tandis que le juriste, il est comme le perroquet dans les branches. Chaque fois qu'il parle, il fait bouger les branches. » Mais si on suit le raisonnement, le juriste, perroquet, ça veut dire qu'il répète les discours officiels, ça veut dire que le véritable pouvoir reste le pouvoir politique, gouvernement, parlement, juge. Et finalement, même quand un juriste est membre d'une commission de réforme, ça m'est arrivé assez souvent,
il doit accepter que ces propositions ne soient pas automatiquement suivies. Il doit accepter que le législateur ait le dernier mot. En revanche, avec le nouvel ordre juridique mondial, les choses changent. Les choses changent parce que c'est un ordre qui ne peut être identifié à un État mondial. Il n'y a pas d'État mondial et personne ne souhaite un véritable État mondial. Ce serait un universalisme radical dont personne ne veut. Mais en même temps, cet ordre juridique mondial ne peut pas être limité à la juxtaposition des systèmes nationaux. Le souverainisme pur et dur ne marche pas face aux problèmes qui se globalisent, qu'il s'agisse du changement climatique, des problèmes sanitaires, de la criminalité internationale, etc. Tout cela appelle un nouveau modèle, ni le souverainisme, ni l'universalisme, un modèle que j'ai appelé pluralisme ordonné, pour marquer à la fois le pluriel, mais aussi l'existence d'un ordre. Alors là, je dirais, le mythe du chercheur désintéressé peut devenir mystification, parce que dans cet espace mondial, les institutions sont très faibles, ou alors elles sont dispersées. Elles sont faibles quand il s'agit des organisations internationales, ou quand il s'agit de juges internationaux qui n'ont à leur service ni police ni armée, et ils sont dispersés quand il s'agit des États. Ce qui donne un rôle beaucoup plus actif aux acteurs non étatiques. Alors d'un côté les entreprises, de l'autre les acteurs civiques, les organisations non gouvernementales notamment, mais aussi les chercheurs. Et il devient plus difficile, voire impossible, de séparer savoir et pouvoir pour le chercheur juriste et sans doute aussi, je m'aventurerai jusque-là, pour le chercheur scientifique, car le chercheur scientifique, il est déjà mondialisé, on l'a vu, et il est finalement peut-être mieux préparé à la promotion d'un nouvel ordre juridique mondial. Alors, si cette séparation est difficile ou impossible, j'en tire comme conséquence que la promotion du nouvel ordre juridique mondial peut entraîner des perturbations dans la relation savoir-pouvoir, et que par conséquent, ce qu'il faut tenter de faire, tous les chercheurs doivent y participer, c'est de restructurer cette relation savoir-pouvoir. Les perturbations dans la relation savoir-pouvoir dans cet espace mondial, je les vois sous deux formes apparemment contraires. On a le cas des relations conflictuelles. On a un conflit entre un savoir orienté vers le monde et un pouvoir qui reste orienté vers les États. Les États qui ont d'ailleurs des positions quelquefois un peu paradoxales ou, disons, schizophréniques. Les grandes puissances, notamment, sont souverainistes en ce qui concerne leur système, mais volontiers universalistes chez les autres. On essaye de transporter, de transplanter son propre système juridique. Et il y a une cartographie qui est établie par différentes instances, mais quand elle est établie par les États, on voit bien, il y avait une carte en 2000 qui avait été faite par la CIA, elle a été abandonnée aujourd'hui, on avait une carte du monde qui était réduite à 3 couleurs, 3 systèmes de droit, les 2 familles continentales, Common Law et famille romano-germanique, et tous les autres systèmes, y compris la Chine, y compris les pays d'islam, étaient représentés comme une zone blanche, un peu comme des territoires à conquérir. Alors, cette forme de transplantation, elle est unilatérale, il n'y a aucune réciprocité, il n'y a aucune contextualisation, c'est favoriser en fait une stratégie archaïque. En revanche, si on essaye d'introduire le pluralisme, il faut accepter d'autres formes d'intégration des normes que la transplantation. Il faut accepter la coordination, l'harmonisation, voire l'hybridation. Mais quand le chercheur qui essaye d'être désintéressé dit ça, effectivement, il n'est pas toujours entendu. Je pense à un exemple très précis qui est le débat qui n'est pas terminé sur le procureur européen. Nous avons dans un groupe de recherche européen proposé une sorte d'hybridation entre les systèmes, disons, de common law et les systèmes continentaux.
Nous n'avons pas proposé de choisir un système plutôt qu'un autre, mais de faire une hybridation. Finalement, ce qui a été retenu à l'heure actuelle dans le traité de Nice, puis dans le traité de Lisbonne, c'est de se contenter d'une juxtaposition. On n'a pas créé un véritable parquet européen, on a créé un organe qui s'appelle Eurojust, dans lequel il y a des procureurs des différents pays, mais chacun travaille avec son système national et il n'y a pas véritablement d'hybridation. Autrement dit, quand la relation est conflictuelle, le chercheur risque d'être complètement marginalisé, mis à l'écart. Mais il y a le risque inverse. Le risque inverse, c'est, je dirais, la relation fusionnelle. Comme le savoir des chercheurs est déjà mondialisé, il peut exercer à l'échelle mondiale un pouvoir peut-être excessif, d'autant que le pouvoir politique s'en trouve en quelque sorte déresponsabilisé. Alors, il y a un texte d'Hannah Arendt qui est prémonitoire à cet égard, puisqu'il est écrit en 1961. Elle écrivait dans La condition de l'homme moderne, « La communauté scientifique est l'un des groupes énergétiques les plus puissants de l'histoire universelle. La capacité d'agir, ajoutait-elle, au moins au sens de déclencher des processus, est toujours là, mais elle est devenue le privilège des hommes de science. » Et de façon un peu ironique, elle disait « Il est assez ironique que les hommes considérés depuis toujours par l'opinion publique comme les membres de la société les moins pratiques et les moins politiques soient finalement les seuls qui sachent agir de façon concertée. » Alors elle s'en inquiétait, car il manquerait à l'action de la communauté scientifique ce qu'elle nomme le caractère révélatoire de l'action humaine, c'est-à-dire la faculté de produire des récits et du devenir historique. Tout à l'heure, Philippe Korisky a parlé de perte d'historicité, la capacité de produire du devenir historique, et c'est le moyen de former la source d'où jaillit le sens, l'intelligibilité, etc. Alors, 50 ans plus tard, cela reste pertinent. À l'échelle européenne, par exemple, il y a eu une enquête récente du Sénat français s'inquiétant de la création des agences indépendantes chargées de la veille et de l'évaluation des risques tenues à l'écart de l'administration, dans des secteurs très divers, concernant la sécurité aérienne et maritime, la sécurité alimentaire, l'environnement, les médicaments, etc. Alors pour le Sénat, ces agences présentent le risque d'un déplacement du curseur du pouvoir de décision du politique vers le scientifique. Et plus précisément, le recours aux agences conduirait à une déresponsabilisation du politique au profit de l'expert. Et alors, le Sénat posait, c'est le rapport de Marie-Thérèse Erlange, la question du contrôle démocratique du véritable décideur public. On a un peu le même phénomène qui s'est produit avec les réformes juridiques préconisées par la Banque mondiale dans les rapports Doing Business qui sont publiés depuis 2003. Là, il y a quelques indicateurs qui servent ensuite à déterminer quelles seraient les réformes à faire dans les différents pays du monde. Or, ces indicateurs semblent avoir été surdéterminés par l'école dont les rapports sont inspirés, qui est l'école américaine, qui postulait un isolement du secteur économique par rapport aux problèmes sociaux, qui limitait donc les indicateurs à quelques points quantifiables en matière économique. D'autre part, c'est une école qui est peu ouverte au droit international, donc on faisait comme si chaque pays était totalement autonome, alors que beaucoup de pays sont maintenant dans des structures intégrées, comme l'Union européenne, comme le Mercosur, comme l'Union africaine, l'Union interaméricaine, etc. Alors, il y a eu de fortes oppositions au premier rapport, et dans un premier temps, le rectificatif, c'était surtout de répondre aux critiques des Français et d'introduire un peu de droit continental dans un océan de common law. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que dans le dernier rapport, celui de 2010, qui suit en fait la période de crise économique, s'appelle « Réformer en période difficile », alors les rapporteurs reconnaissent les limites de Doing Business en disant, alors ça amusera mes collègues, Doing Business est comparable à un test de cholestérol qui serait appliqué à l'environnement réglementaire des entreprises. Un test de cholestérol
ne présente pas une image complète de notre état de santé. Il permet de mesurer un aspect de notre santé. C'est un moyen de nous inciter à modifier notre comportement de manière à améliorer non seulement notre taux de cholestérol, mais notre état de santé général. Mais j'ai envie de dire oui, mais à condition que le traitement ne soit pas surdosé et qu'on ne détériore pas du coup l'ensemble du système. Alors, ce qui est peut-être le plus intéressant dans le rapport 2010, c'est que pour la première fois, on annonce un partenariat avec l'Organisation internationale du travail pour introduire des indicateurs d'emploi. Donc, cela veut dire qu'il y a, par rapport au postulat de départ qui était la gouvernance doit être uniforme sur un modèle universaliste inspiré par le monde occidental, il y a une évolution. Peut-être que la contradiction a fait progresser les choses et amené à restructurer la relation savoir-pouvoir. Alors, l'idéal, ça n'est ni la séparation totale des deux sphères, ni le conflit, ni la fusion, mais je dirais une relation interactive, précisément parce que le savoir ne produisant pas les décisions qui déterminent le devenir historique des sociétés, alors il doit subsister une discontinuité entre savoir et pouvoir. Si on imagine une gouvernance mondiale sans gouvernement, il faut en même temps imaginer que les pouvoirs institutionnels, que ce soit ceux des organisations internationales, des juges internationaux ou des États, soient éclairés par une recherche désintéressée. Et cette restructuration, je ne sais pas combien de temps il me reste. Théoriquement bien, mais il vous reste 1 minute quand même. 1 minute 5 minutes. 5 minutes. Alors cette restructuration pourrait se faire, me semble-t-il, selon 2 axes. Élaborer un statut mondial du chercheur. On parlait tout à l'heure, Anne Fagolargeau parlait de la déclaration de Singapour en disant « mais ça n'est pas une réglementation mondiale car la réglementation reste malheureusement nationale ». Alors un statut mondial du chercheur désintéressé en partant du constat de ce rôle normatif des chercheurs et pas seulement les juristes. Je pense au rôle qu'a joué le GIEC dans le domaine du changement climatique. En fait, le chercheur, il prépare beaucoup les textes, il définit les normes, il établit des standards, il participe au contrôle et à la détermination des sanctions. Donc, ce qu'il faudrait, c'est mondialiser les principes directeurs qui commandent le statut. Alors, il y a bien sûr le principe de la liberté de la recherche, qui est maintenant bien balisé, je dirais, à la fois au niveau européen, un peu moins au niveau mondial, mais clairement au niveau européen. La liberté de la recherche elle-même devant être garantie par la liberté d'expression du chercheur. La liberté de la recherche n'est rien s'il n'y a pas la liberté d'expression du chercheur. Et là, je passe sur les exemples que je voulais citer. Il y a une jurisprudence de la Cour européenne qui est intéressante et qui affirme cette liberté d'expression comme un principe de portée générale en considérant qu'il serait excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises. Donc il y a une sorte de nécessité de la controverse dans le champ de l'application de la liberté de la recherche. Mais la liberté, ce n'est qu'un préalable. Quelles sont les qualités qui conditionnent une recherche désintéressée? Alors la clé, en fait, c'est l'indépendance et l'impartialité. Et c'est pourquoi on trouve de plus en plus le souci des conflits d'intérêts dans les textes concernant ces questions. L'indépendance doit exister par rapport aux intérêts en jeu, et ces intérêts sont non seulement placés vis-à-vis des milieux professionnels, mais aussi des pouvoirs publics. L'exigence d'indépendance conditionne l'impartialité. Les deux sont liés. Cela dit, l'impartialité, ça doit aussi amener à un certain pluralisme. Un certain pluralisme, c'est-à-dire que la vision du chercheur doit tenir compte des différents contextes nationaux. Et au fond, ces thèmes, indépendance, impartialité, lutte contre les conflits d'intérêts, pluralisme, on les trouve de façon exemplaire, à mon sens, dans les recommandations du Conseil interacadémique toute récente sur le GIEC, sur le groupement
en matière de changement climatique, le groupement international d'experts sur le changement climatique. Il demande que soit développée une politique rigoureuse sur les conflits d'intérêts, que dans le comité exécutif soient inclus des personnes extérieures au GIEC et même extérieures à la communauté scientifique du climat, ça c'est le pluralisme. Dans le même esprit, il souhaite voir limiter les mandats des présidents et vice-présidents à un seul mandat pour maintenir, disent-ils, une variété de perspectives. Et alors je dirais que ce pluralisme, on le retrouve aussi dans le récent rapport du Conseil du comité d'éthique de l'UNESCO sur la santé. Mais là, peut-être Peter Piot en parlera davantage. Plus largement, il ne suffit pas de ce statut mondial, il faut définir les conditions de ce que j'appellerais volontiers une expertise mondiale de gouvernance. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la gouvernance veut dire prise de décision. Donc le rôle de l'expert doit être d'éclairer la décision le mieux possible. Ça pose toute une série de questions de preuves. La nature de la preuve, ça c'est une question classique, le nombre de preuves, la quantité de preuves et la qualité de la preuve, mais surtout, ce qu'on voit apparaître de plus en plus, c'est la nécessité des procédures d'évaluation. On a employé l'expression à plusieurs reprises. Et là, il y a des mots-clés comme transparence, c'est le problème des stratégies de communication et des présentations publiques, contradiction, c'est très développé dans la recommandation sur le GIEC, encourager les éditeurs de revues à rendre compte des controverses. On pourrait peut-être imaginer d'ailleurs de créer un statut protecteur des lanceurs, non pas d'alerte, comme il avait été proposé, mais des lanceurs de controverses. Et puis, l'évaluation suppose le pluralisme, c'est-à-dire l'intégration des spécificités géographiques, économiques, culturelles liées à la mondialisation. Donc des partenariats avec les pays en développement, à la fois pour l'élaboration des projets, leur mise en œuvre, les suites à donner, les valorisations des programmes. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est que dans les recommandations au GIEC, il y a une référence à ce que les juristes appellent le délai raisonnable. Diffuser les rapports scientifiques assez tôt pour que l'ensemble des groupes puissent en prendre connaissance et en tirer profit. Alors, de ce tableau que j'ai survolé faute de temps, dans ce tableau, je dirais que les juristes auront sans doute reconnu, dans les qualités du chercheur, le portrait du bon juge. Le bon juge, ce n'est pas seulement un juge compétent, c'est aussi un juge indépendant et impartial. Et dans les conditions de ce que j'appelle l'expertise mondiale de gouvernance, les qualités ou les conditions d'un procès équitable. Ce qui m'amène à conclure par deux remarques. Si la promotion d'un nouvel ordre juridique mondial entraîne un rapprochement entre savoir et pouvoir, il ne doit conduire ni au conflit qui tend à marginaliser la recherche des intéressés, ni à la fusion qui tend à déresponsabiliser les institutions officielles, les institutions qui détiennent le pouvoir. Donc cela est un appel à restructurer la relation. Or, l'ironie de l'histoire, c'est ma dernière remarque, c'est que cette restructuration semble impliquer presque un renversement épistémologique de l'épistémologie des connaissances. Car le statut mondial de chercheur et l'expertise mondiale de gouvernance sont en train d'être définis en partie par des principes empruntés à la sphère juridique. La sphère juridique a longtemps été considérée comme une technique au service du pouvoir et non pas comme un savoir, et peut-être qu'elle pourrait maintenant contribuer à transformer, je dirais, l'utopie d'un nouvel ordre juridique mondial éclairé par la recherche en une réalité émergente. Je vous remercie, c'est un très bel exposé, une superbe conclusion et en même temps un plaidoyer pour votre discipline. Et bien que vous soyez une praticienne de la recherche juridique à l'ordre mondial, vous en êtes aussi une théoricienne. Je donnerai maintenant la parole pour vous compléter à un praticien des grandes organisations internationales,
notre collègue Peter Piot, qui a enseigné ici 1 an et qui a été directeur de l'ONU-SIDA, une des agences mondiales de l'ONU, et qui en connaît les difficultés, mais également les bénéfices. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, et j'essaierai d'être assez bref vu le temps. En fait, un nouvel ordre scientifique mondial se met déjà en place, comme on l'a vu hier et aujourd'hui. Et s'il y a un rôle désintéressé du chercheur dans cette promotion, franchement, j'en doute, comme je ne vois pas, je n'ai pas encore rencontré de chercheurs vraiment désintéressés. Je ne dis pas intéressés par le gain personnel, mais si on est un chercheur, c'est parce qu'on est passionné et intéressé par la matière. Et des réseaux et alliances stratégiques institutionnelles se mettent en place à un rythme vraiment accéléré. Et un des best-sellers en milieu académique aux États-Unis aujourd'hui s'appelle The Great Brain Race, la grande course au cerveau. Et en fait, c'est un livre qui discute de la place de l'enseignement supérieur, de l'académie et de la recherche dans le cadre de la mondialisation, en disant, en tant qu'institution de recherche et d'enseignement supérieur, nous devons définir nos stratégies au niveau mondial aussi bien qu'au niveau national. Et il suffit d'aller à Singapour pour voir que, en fait, en Europe, on est un peu en train de rater cette course au cerveau en nous souciant uniquement, pour des raisons budgétaires souvent, à nos réformes locales. Et une des implications de notre intégration complexe du monde est le besoin croissant de la gouvernance internationale, surtout normative, où la recherche, en fait, peut être considérée comme un bien public mondial, comme diraient les économistes. Et il est essentiel aussi, d'un point de vue de nous chercheurs, que ces politiques soient basées sur l'évidence scientifique, en plus du respect des droits de l'homme. Mais comme dans tout processus politique, il y a une tension entre pouvoir et savoir. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce que là, on vient à l'essentiel du problème. Mais à part quelques exceptions près, il y a en fait très peu d'interaction entre chercheurs, entre la recherche et la gouvernance internationale. Ces interactions sont trop souvent des interactions plutôt individuelles, personnelles, mais pas institutionnelles. Malgré les comités d'experts tutti quanti qu'on trouve à l'OMS, l'FAO, l'UNESCO, avec quand même quelques exceptions notoires. Par exemple, le changement climatique, où le panel intergouvernemental sur le changement climatique n'a pas seulement reçu le prix Nobel de la paix, pas un prix Nobel scientifique, mais a vraiment eu un impact fondamental sur les politiques actuelles. Malgré aussi le Climate Gate et un mouvement révisionniste qui est aussi assez fort. Et pour une fois, la science, en ce qui concerne le changement climatique, était unifiée dans ce panel intergouvernemental, qui est très complexe à gérer, mais la position scientifique a été unifiée, ce qui est rare, parce que un des grands problèmes pour les décideurs, c'est que les scientifiques, par définition, ne sont pas toujours d'accord entre eux, parce que c'est pour ça qu'il faut faire de la recherche, et comment décider qui a raison et qui n'a pas raison, entre guillemets. Mon expérience dans le domaine de la santé et du sida, en fait, montre qu'il y a le pire et le meilleur dans l'apport de la science et pour les politiques mondiales, au niveau mondial. Mais il ne faut pas oublier qu'en fin de compte, toutes décisions de ce genre-là sont des décisions politiques. Politiques et donc basées sur du pouvoir. Quelques exemples
au sein de l'OMS, c'est en 1950 que Richard Doll d'Oxford a démontré que le tabac, que fumer, cause le cancer. Ça fait 60 ans, il y a 60 ans. La première et la seule convention sur le contrôle du tabac a été conclue il y a quelques années seulement, en 2002, je ne sais plus exactement, je ne connais plus exactement la date, et encore toujours des pays qui ne l'ont pas adapté. Donc ça fait un délai de plus de 50 ans entre la première observation scientifique qui était déjà très forte, et après on a ajouté que le tabac nuit aussi aux maladies cardiovasculaires, etc. Mais là, on a maintenant la preuve que l'industrie du tabac a essayé d'influencer de façon directe et indirecte, y compris par la corruption, les comités entre guillemets scientifiques qui conseillaient l'OMS pour les politiques de santé. Autre sujet, mais d'un ordre complètement différent, l'OMS n'a jamais sorti des débats sur tout ce qui concerne la santé de la reproduction à cause de l'avortement comme sujet tabou et très sensible dans beaucoup d'États membres. Les débats sur la propriété intellectuelle et leur utilisation en santé ne sont toujours pas terminés. Et puis il y a aussi la question de qui les priorités, qui décide des priorités d'une organisation comme l'OMS, où les maladies infectieuses, et moi je suis infectiologue donc je peux le dire, sont toujours la priorité, mais comme l'a dit bien Pierre Colville, les gens meurent aujourd'hui des maladies cardiovasculaires, le diabète et comme morbidité, la santé mentale, tout ça est très important. À l'ONU-SIDA, comme on vient de le rappeler, j'ai dirigé pendant 13 ans. J'étais assez unique dans le système international parce que j'étais le seul dans qu'on appelle le conseil exécutif autour du secrétaire général des Nations Unies. J'étais le seul scientifique, ou quelqu'un avec un passé scientifique, c'est plus exactement. Les autres, c'était des diplomates, des politiciens. De plus en plus de premiers ministres et d'ex-présidents trouvent maintenant un boulot après leur mandat, les grands commis de l'État. Et j'ai trouvé là que le savoir ne suffit pas du tout. Et que si on ne peut pas faire du marketing du savoir, c'est complètement négligé. Mais je crois que la lutte contre le sida est probablement le meilleur exemple, ou est un exemple qui a redéfini pas seulement la gouvernance internationale avec l'inclusion d'acteurs qui ne sont pas des États, donc la société civile, dans un esprit post-westphalien, et qui a aussi réussi à donner la primauté du droit à la santé sur les schémas classiques du développement international qui étaient dominés par le consensus de Washington, par des contraintes budgétaires des pays à haut revenu. Et c'est en fait probablement parce qu'il s'agissait d'un phénomène nouveau que l'apport de la science a été le plus grand, parce que le pouvoir ou les pouvoirs n'ont pas eu le temps de se mettre en place et pour s'organiser. Et on a pris ceux qui sont au pouvoir un peu on les a pris par surprise. Quelques 5 tensions, et puis je vais terminer, 5 tensions que j'ai vues entre pouvoir et savoir. Tout d'abord, la reconnaissance du problème. Il a fallu presque 15 ans, 20 ans, pour que les pays les plus gravement touchés par l'épidémie, c'est-à-dire des pays en Afrique subsaharienne, que leurs leaders ont reconnu qu'il y avait un problème. Là, les scientifiques n'ont pas aidé parce que dans les articles et dans les communications, il y avait toute une culture de blâmer les Africains, la sexualité ou
la pauvreté, presque comme les causes d'avoir un problème de sida. Et ce n'est qu'en fait, en 2000-2001, qu'au niveau des dirigeants africains, ils ont reconnu le problème et se sont appropriés le problème. Donc ça, c'était une première tension. Et comment est-ce qu'on l'a résolu? Là, la science n'a pas très aidé. Ça, c'était par un travail très long de montrer que ce n'est pas une question de blâmer qui que ce soit pour avoir une infection par le VIH ou n'importe quelle autre maladie, mais qu'il y avait d'autres facteurs en jeu. Deuxième tension, et là c'est un cas extrême d'anti-science, même si c'était promu par des scientifiques très respectés à l'époque dans leur domaine, comme Peter Duesberg et ses collègues de la très respectable université de Berkeley, qui niaient que le sida existe et que le VIH existe et qu'il y avait un lien de VIH et sida. C'était un phénomène très périphérique jusqu'au moment où le président Mbeki de l'Afrique du Sud, une nuit en surfant le web, a découvert que peut-être que le sida n'existe pas, etc. Et il a épousé cette cause qui a en fait qui a donné des politiques négationnistes sur le sida en Afrique du Sud, paradoxalement et cyniquement le pays le plus touché par l'épidémie du sida, avec maintenant 6 millions de personnes vivant avec le VIH sur une population de 45 et 50 millions. Et une étude de l'université de Harvard a montré que cette politique de refus d'introduction du traitement, par exemple, mais aussi de ne pas mettre l'accent sur la prévention là où les jeunes femmes, par exemple, sont infectées à 25 à 30% par le VIH, ça a mené à peu près à entre 300 et 400 000 morts qu'on aurait pu prévenir. Donc, cas extrême, et là, ce n'est qu'après le départ du président Mbeki que les choses se sont améliorées. Maintenant, l'Afrique du Sud, sous le président Zuma, a le programme le plus grand en ce qui concerne le traitement du VIH. Troisième tension qui est plus commun, à laquelle j'étais confronté, c'est entre les stratégies préconisées par plusieurs experts ou basées sur des questions idéologiques. Le plus difficile pour moi était tout ce qui concernait le VIH parmi les usagers de drogue. Là où il y a des épreuves scientifiques depuis presque 2 décennies, qu'une stratégie de réduction des risques, où on donne les seringues, les aiguilles et la méthadone, etc., donc un traitement de substitution toxicomane, que ça diminue énormément le risque. Eh bien, dans tous les pays de l'ex-Union soviétique, à l'exception de l'Ukraine, ces stratégies ne sont pas admises. Pendant des années aussi, aux États-Unis, l'échange de seringues pouvait pas être financé par des budgets de l'État fédéral. C'est une loi, un décret signé par Bill Clinton. On ne peut pas dire que c'était Bush dans ce cas-ci. Donc là, il y avait des tensions entre les stratégies et là, il y a aussi toute la question du préservatif et le Vatican, et je peux continuer toute une journée avec des exemples. Mais là, moi, je me suis toujours posé comme garant des positions de l'évidence scientifique. Ce qui n'était pas sans problème, mais on peut se définir selon les jours comme une entité politique ou une entité plutôt technique. Et en fonction du problème, quand même, pousser l'agenda. 4e problème, c'est en fait la question fondamentale dans les relations internationales, c'est qui définit l'agenda,
qui détient le pouvoir et où est l'origine du savoir. Et là, comme l'a si bien démontré Philippe Kurilski, il y a énormément de redondance dans cette recherche. En ce qui concerne le sida, c'est sur les questions biomédicales en premier lieu, avec une grande négligence des recherches sur le comportement, sur le contexte structurel, etc., qui sont fondamentales quand on aborde des questions sur la prévention, par exemple. Mais il s'agit aussi de voir que cette recherche se mène à peu près 80% aux États-Unis ou par des équipes américaines. Le budget pour le sida, la lutte pour la recherche sur le sida de l'NIH est de entre 3 et 4 milliards de dollars par an, ce qui représente à peu près 90% du budget mondial sur ces recherches. Donc ça sont des questions auxquelles j'étais confronté aussi. Donc j'ai toujours essayé de me mettre du côté des scientifiques, mais je me suis aussi opposé au tout technique comme base de la politique. Parce que ce qu'on appelle en anglais evidence-based, moi je me suis dit il faut evidence-informed, informé par l'évidence scientifique. Parce que en termes de décision pour la société, il y a la science, il y a l'évidence, disons, et la technocratie si vous voulez, mais il y a aussi les valeurs et les droits. On peut pas, c'est la primauté en fait du droit dans le sens droit de l'homme qui a été un moteur de la lutte contre le sida, et c'est grâce à cela qu'on a pu vraiment introduire à grande échelle l'accès au traitement. Et là, un des grands défis pour les dirigeants politiques en général est de juger en 15 minutes ou au moins quelle évidence à croire. Parce que même si en milieu scientifique, par le système d'évaluation par les pairs ou pas, on a en général une idée de qu'est-ce qui est en fait une majorité, une opinion de majorité, qu'est-ce qui fait le plus de sens. Pour un complètement non initié et qui doit s'occuper de je ne sais pas combien de problèmes, c'est très difficile. Surtout aussi qu'on a tendance, les scientifiques, de promettre beaucoup trop, comme moi je suis aussi allergique que Pierre Colville à ces dernières phrases de beaucoup de publications. Et donc, quel expert à croire? Et là, c'est là qu'il faut un bon appui scientifique qui est essentiel au pouvoir politique. Moi, j'étais même confronté au plus grand problème pour l'introduction du traitement antirétroviral, pas ici en France, mais dans beaucoup d'autres pays, c'était la résistance des experts en santé publique, en développement, et des scientifiques, des économistes qui disaient que ce n'était pas possible, qu'il y avait des preuves scientifiques, si on peut dire, pour dire que tout cela soit impossible. Donc pour terminer, comment renforcer l'apport du savoir à la formulation des politiques internationales? Oublions l'illusion qu'on puisse éliminer le pouvoir, les questions de pouvoir. Mais je crois qu'on peut faire beaucoup mieux. Tout d'abord, de travailler au niveau national. Il ne faut pas oublier que la gouvernance mondiale, internationale, est le résultat, pour ne pas dire la résultante, parfois, des intérêts nationaux et qu'il s'agit d'institutions intergouvernementales. Et quand je vois comment des délégations de pays hautement développés, comme on dit, comment ils sont préparés au débat au niveau international, sans aucun apport scientifique ou technique, c'est effrayant. Et donc, il faut commencer par nous-mêmes dans nos propres pays. Deuxièmement, nous, en tant que scientifiques, on doit s'organiser beaucoup mieux. Et plutôt que d'essayer de pousser notre hobby et nos résultats, je crois que
essayer de développer sur les questions importantes un consensus. On ne doit pas se mettre d'accord sur tout, mais si on se met d'accord sur 1, 2 ou 3 points qu'on poussera tous ensemble, ça peut marcher. Et on a une occasion, comme Pierre en a parlé, l'année prochaine, il y a une session à haut niveau, comme on dit, de l'Assemblée générale des Nations unies sur les maladies chroniques. Et là, si la communauté scientifique essaiera d'influencer chacun pour notre maladie, pour notre dada, ce sera un échec. Si on se met ensemble, on peut vraiment influencer l'agenda. Troisièmement, en communiquant mieux en tant que scientifique. Et en réfléchissant bien les implications de nos communications en dehors des communications scientifiques, où là, on peut aller dans le technique et le détail tant qu'on veut. Et finalement, c'est encore une fois pour paraphraser Philippe Kurilski, il nous faut plus de recherche. Ici, je dirais pas sur la recherche, je suis d'accord, mais aussi sur la translation et l'interaction entre science et politique. Et comment faire pour qu'il y ait en fait un plus grand impact et rendement de tout ce qu'on fait. Je suis maintenant à Londres, en Angleterre, et là, tous les 5 ans, le gouvernement fait une évaluation de la recherche, de la qualité de la recherche de toutes les institutions de recherche au pays, et le financement dépend. Et pour le prochain round, ils ont ajouté maintenant impact de la science. Au début, c'était uniquement impact en termes de est-ce que ça donnait lieu à des sociétés, des spin-offs, etc. Maintenant, ce sera aussi impact sur les politiques, santé, environnement, politique sociale, etc. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on manque d'instruments pour mesurer cet impact, et donc j'espère que ça va engendrer en fait un nouveau domaine de recherche dont on a fortement besoin aussi pour démontrer au public que la science a un rôle fondamental à jouer, pas uniquement dans l'augmentation de nos connaissances, qui est fondamentale, mais aussi pour la société de façon plus directe. Merci beaucoup. Je vous remercie. Vous avez terminé sur les relations difficiles mais nécessaires entre politique nationale et politique internationale. Ça sera le sujet de la table ronde de cet après-midi. Et comme nous avons pris un peu de retard, la table ronde commencera 15 minutes plus tard que prévu, c'est-à-dire à 14h45. Je vous remercie.